Le salariat te rend idiot, c'est fatal. Un exemple, un salarié doit réaliser un dossier technique par mois. Le mec est très bon, hyper organisé, il utilise l'IA, il fait des checklists. Bref, en un mois, il fait non pas un, mais 2 dossiers. Comment monétiser ce gain de productivité? Le gars va voir son boss et lui dit « J'ai doublé ma productivité, je veux une augmentation ». Et là, la chanson que va te chanter le boss, tu la connais. « Oh non, je peux pas. C'est dur, c'est la crise, l'inflation, la grille des salaires, la tectonique des plaques, Bob l'éponge, le couscous merguez. Ah non, je peux pas. » Bref, ton boss va te raconter n'importe quoi pour ne pas allonger la monnaie. Et puis surtout, on va te filer du boulot en plus. Oui, tu travailles plus vite. Tu as donc du temps disponible. Ce temps appartient à l'entreprise. Donc tu vas devoir combler ce temps et travailler plus. Le salarié n'est pas récompensé pour ses gains de productivité. Il peut même être pénalisé. Qui va capter le gain de productivité? L'entreprise. Maintenant, changeons de contexte. Imaginons, en utilisant des techniques pointues, un peintre en bâtiment peut réaliser un chantier de 2 jours en une seule journée. Et en journée 2, il travaille sur un autre chantier et fait rentrer la monnaie. Résultat, il capte pour lui les gains de productivité parce qu'il est sa propre entreprise. Cela le motive à progresser. Son mantra est « travailler mieux pour gagner plus ». En revanche, le salarié, sans aucune motivation à progresser, va très vite devenir idiot, CQFD. Et cela peut très vite déteindre sur son état d'esprit en général. Le salarié arrête de réfléchir. Quelle est sa devise? À quoi bon? Pas de zèle, de toute façon, ça ne paye pas. Mais est-ce que l'histoire s'arrête là? Que nenni, mon ami! Et si je te disais qu'il existe une stratégie pour se faire payer ses gains de productivité et multiplier son salaire par 2, voire par 3, tu le croirais? Quel est le raisonnement? Tout part d'une question. Si l'entreprise ne me paye pas mes gains de productivité, alors qui va me les payer? Eh bien, c'est une entreprise B, voire une entreprise B et une entreprise C qui vont allonger la monnaie. C'est pas beau, ça? Concrètement, comment ça se passe? Regardons du côté des États-Unis. Ah, ces Américains. Sans le crier sur les toits, certains salariés pratiquent ce qui s'appelle overemployment. Grâce à une excellente productivité, certains salariés américains cumulent 2 ou 3 emplois en télétravail, supposément à temps plein. Et de ce fait, ils touchent 2, voire 3 salaires. À ce jour, aucune loi fédérale ne l'interdit. Conclusion, avoir 2 ou 3 emplois en ligne, exercés en toute discrétion, permet de capter pour soi les gains de productivité. Bon là, je vous ai parlé de la situation aux États-Unis. Revenons dans notre beau pays, dans notre chère terre de France. Alors, une info, en France, cumuler plusieurs emplois à temps plein est totalement illégal. Fin de l'histoire. Le salarié français est-il condamné à vivre sur son seul salaire alors que l'inflation ronge son pouvoir d'achat comme le trou noir dévore tout sur son passage? Vous le saurez après une page de publicité. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Certes, il est interdit en France de cumuler plusieurs emplois salariés à temps plein. On peut cependant s'inspirer de la logique qui consiste à faire payer ses gains de productivité par un tiers. Suivez-moi dans un plan en 2 étapes. Prenez des notes. Première étape, le télétravail, merveille des temps modernes. Même s'il existe de moins en moins de postes en télétravail et que la concurrence est rude, on peut encore saisir certaines opportunités. Par ailleurs, il est aussi parfois possible de manœuvrer pour transformer un emploi sur site en un emploi en ligne. On va repartir du début. Situation 1, le salarié travaille au bureau. Du point de vue de l'employeur, en semaine 1, 2, 3 et 4, le salarié travaille sur son dossier et le boucle, objectif atteint. Maintenant, du point de vue du salarié,
Comme le salarié a secrètement doublé sa productivité, le salarié produit son dossier sur les semaines 1 et 2. Les 2 semaines restantes sont consacrées au brassage d'air. Maintenant, le salarié ne passe pas 2 semaines dans le mois à brasser de l'air. Il ventile son temps de glandage sur le mois complet pour donner l'impression d'être actif. Découvrons maintenant ce qui arrive quand le salarié passe en télétravail. Découvrons tout d'abord le point de vue de l'employeur. Quand il passe en télétravail, miracle, le salarié annonce qu'il est plus rapide car plus concentré. Il dit boucler le dossier de base en 3 semaines et en semaine 4, le salarié démarre un nouveau dossier. Pour l'employeur, cette semaine numéro 4, consacrée à lancer un nouveau dossier, c'est une semaine de travail cadeau. Pourquoi le salarié offre-t-il cette semaine cadeau ? Eh bien, pour motiver son boss à pérenniser le télétravail. En effet, si le salarié en télétravail gardait son rythme normal d'un dossier par mois, il n'y aurait là aucun intérêt pour l'entreprise, ce serait juste un meilleur confort de vie pour le salarié. Et puis le boss fait ses petits calculs. Il se dit à l'année, au lieu d'avoir 11 dossiers, j'ai 15 dossiers qui sont produits, 4 dossiers bonus. En gros, c'est une productivité de plus 36%, à salaire égal. Miam miam. Du point de vue du salarié, la réalité est différente. Sur les 2 premières semaines, il boucle le dossier de base. En semaine 3, il lance le dossier bonus. Et la 4e semaine, c'est du temps de libre. Dans ce cas de figure, le salarié transforme ses gains de productivité en temps libre. Il ne va pas partir en vacances cette semaine, il doit rester disponible. Que fait-il ? Il ventile ce temps libre sur ses journées pour avoir un emploi du temps beaucoup plus light. Voilà pour la première étape, le passage au télétravail. Bon, avoir plus de temps libre, des journées plus light, c'est bien gentil, mais ce que veut le salarié, c'est gagner plus. Alors que faire ? C'est là qu'intervient la 2e étape. Le salarié, à côté de son activité de salarié, lance une activité indépendante. Il exerce une activité qui ne concurrence pas son employeur, qui ne bafoue pas une éventuelle clause d'exclusivité de son contrat de travail, qui ne va pas contre la convention collective de sa branche, qui n'utilise pas de matériel de l'entreprise, qui n'utilise pas d'informations de l'entreprise, fichier client par exemple. Gardez bien ces éléments en mémoire, ce sont des règles d'or à respecter. Nous allons considérer que ces règles d'or s'appliquent pour la totalité du raisonnement qui va suivre. À ce stade, une question se pose, faut-il déclarer cette activité annexe à son employeur principal ? Si on est salarié dans le secteur privé, la loi n'impose pas de déclaration automatique. Cependant, il peut être judicieux de la déclarer pour ne pas passer pour un cachotier. Le boss peut être au courant sans avoir aucune idée de l'ampleur du truc. À noter que pour les salariés du secteur public, les règles sont beaucoup plus restrictives. Certaines activités peuvent être exercées pendant un certain délai. Pour certaines, il faut une simple déclaration, pour d'autres, une demande d'autorisation. Chaque cas est spécifique. Mais au fait, quelle serait l'activité idéale ? Une activité en ligne qui n'impose aucune contrainte horaire, où on ne gère pas de stock, où on n'a aucun ou très peu de contact avec des clients, avec par-dessus le marché un investissement faible, disons un ordinateur, un téléphone portable et quelques logiciels. Si, c'est possible. Quelques exemples. Amazon KDP. Tu écris des livres, tu télécharges les fichiers sur Amazon KDP et chaque mois tu reçois des royalties de la part d'Amazon KDP. Tu n'as rien à gérer. Amazon Merch on Demand. Exemple, tu crées des t-shirts humoristiques que tu vends en ligne. D'autres sites comme Etsy, Redbubble ou TeePublic proposent également cette possibilité. Chaîne YouTube, tu crées une chaîne YouTube, par exemple avec des chatons qui dansent, tu es rétribué par la publicité. Formation, tu crées une ou des formations que tu héberges en ligne sur des plateformes comme Patreon, Teachable, Podia ou encore System.io. Tout est automatisé. Ouais, tout ça c'est bien beau.
Mais une fois que le salarié a lancé son activité annexe et que l'argent commence à rentrer, il pourrait être tenté de passer du côté obscur de la force. Option 1, le salarié est parfaitement réglo. Son activité annexe est effectuée en dehors des horaires de travail salariés. Pour disposer de plus de temps, le salarié peut par exemple demander à passer en 4/5e en semaine dite allégée. De quoi s'agit-il? On réduit le temps de travail à 4 jours avec à chaque fois 7h30 de travail par jour. D'un autre côté, on négocie pour conserver son salaire du temps plein. Cela semble jouable. En effet, en télétravail, le salarié s'arrange pour déclarer une meilleure productivité. Par ailleurs, l'entreprise ne sort pas plus d'argent. Elle diminue juste le temps de travail. Option 2, le salarié passe du côté obscur. Il se laisse emporter par son enthousiasme et sur ses horaires salariés, travaille à son activité annexe. Je vous mets en garde, c'est totalement illégal, c'est considéré comme un manquement à l'obligation de loyauté. Cela peut entraîner un licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité. Maintenant, hypothétiquement, s'il est chez lui, joignable par son boss, et que sur son temps de travail salarié, il travaille sur un projet personnel, par exemple l'écriture d'un livre, qu'il saura et qui pourra le prouver. Mais bon, il ne s'agit là que de pure spéculation, totalement hypothétique, le respect de la loi doit primer. Aujourd'hui, il est important de multiplier ses sources de revenus. Cela demande de la créativité. Je suis Yves Gauthier, coach emploi. Ah oui, j'ai une activité annexe aussi, j'écris des livres. Avoir confiance en soi, avoir de la répartie, avoir de la conversation. Ces livres comportent de très nombreux exemples dans la vie au travail. Merci, à bientôt et bonjour chez vous.